Combattre l'hydre de Lerne des 12 travaux d'Hercule, c'est ce que je vous propose dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder les émotions, les blessures et plonger dans le marais de notre inconscient. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Bonjour à toutes et bonjour à tous et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de la série expérimentale de mon rite de passage pour mes 50 ans. Si vous avez loupé l'épisode d'introduction, eh bien je vous invite d'y retourner pour pouvoir comprendre le but de ce partage et le but de ces 12 travaux d'Hercule adaptés à mon 50e anniversaire. Donc pour remettre dans le contexte rapidement, suite à une angoisse lors de mon 49e anniversaire concernant l'approche de ce passage symbolique des 50 ans, je me suis lancé un défi, suivre les traces d'Hercule et surtout de l'interprétation de ces 12 travaux par Carl Gustav Jung et de trouver un challenge pour chacun de ces travaux. Dans cet épisode, je vous propose donc de comprendre l'hydre de Lerne et de découvrir mon deuxième défi. Alors, pour remettre ce défi dans son contexte, Hercule, lors de son deuxième travail, donc là je suis cohérent avec la chronologie d'Hercule, il doit tuer l'hydre de Lerne, un monstre marin à 9 têtes, vivant dans un marais putride. Chaque fois qu'il coupe une tête d'une de ces têtes, eh bien, 2 repoussent à sa place. Pire encore, l'une de ces têtes est immortelle. Et donc, pour trouver la parade, Hercule comprend qu'il ne peut pas vaincre la bête par la force seule. Il demande l'aide de son neveu Iolaos, qui cautérise chaque coup tranché pour empêcher la repousse. Et finalement, Hercule enterre la tête immortelle sous un rocher. Donc ça, c'est l'histoire mythique de l'hydre de Lerne. Et je vais donc vous partager ce défi symbolique à travers mes propres défis, mes propres challenges. Donc suite au succès de ma première épreuve, qui était de travailler ma dépendance à la caféine, à la nourriture en général, c'est un élément sur lequel j'avais déjà travaillé, je dirais, anciennement, parce que j'étais incapable, il y a encore quelques années, de pouvoir jeûner. Et puis au fur et à mesure des expérimentations, des entraînements, eh bien, j'ai pu jeûner de plus en plus longtemps jusqu'à pouvoir jeûner 4 jours à 2 reprises. Tout ça dans une optique de thérapeutique, d'apprentissage, d'adaptation, d'hormèse, on en reparlera peut-être lors d'un prochain épisode. Eh bien, pour ce deuxième défi, j'ai été chercher une problématique un peu plus profonde, même si le travail du jeûne peut être une problématique profonde, puisqu'il est aussi en lien avec cette période de sevrage que nous avons tous et toutes vécu, ainsi que éventuellement certaines coutumes que l'on avait, certaines habitudes que l'on avait dans les années 80, dans les années 90, de faire manger les enfants à des heures fixes, et donc de créer ce stress alimentaire chez des nourrissons qui n'ont pas la notion de temps. Mais voilà, je referme la parenthèse par rapport à mon premier défi, et je vais, dans ce deuxième défi, une thématique plus profonde qui s'est imposée, qui est un sujet que j'ai déjà travaillé également. Mais vous le voyez ici, je ressentais le besoin de pouvoir m'y replonger. C'est la honte. Alors, pas une honte normale que tout le monde peut ressentir. La honte est totalement humaine. Comme le dit l'expression, un moment de honte est vite passé. Mais je voulais aborder cette honte toxique décrite par John Bradshaw dans son ouvrage « S'affranchir de la honte ».
John Bradshaw est un personnage très intéressant. Il a tardivement étudié la psychologie, dont il a fait un master et il s'est vraiment intéressé à cette problématique de la honte et comment s'en détacher. Il a toute une méthode, une théorie qui est vraiment importante. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique? Tout simplement parce que, rapidement dans mon histoire, jusqu'à mes 16 ans, j'ai principalement subi les événements de la vie, en dehors de quelques sursauts d'aventure qui m'ont permis justement de découvrir autre chose. J'étais plutôt ce qu'on appelle un enfant sage, probablement un peu trop sage pour le développement normal d'un garçon. Il faut tester les limites. Il faut tester les réglementations. Il faut pouvoir partir justement hors des règles que l'on nous impose pour des raisons de sécurité, bien sûr. Mais lorsqu'un enfant est trop sage, souvent il y a anguille sous roche, hein, puisqu'on parle de l'hydre de Lerne. Évidemment, ici, on peut parler de toutes les bêtes qui ressemblent aux serpents ou anguilles sous roche. Ce sont donc des rencontres déterminantes qui m'ont indirectement invité à prendre de plus en plus une part active à ma vie et mieux me comprendre. Depuis mes 16 ans, lorsque une professeure, j'en parlerai plus tard, a retitillé, a restimulé ma curiosité. Et depuis ce jour-là, progressivement, je me suis impliqué de plus en plus dans une quête de découverte de moi-même. Hein. Connais-toi toi-même et tu comprendras le monde et les hommes, et voire même les dieux, je pense, disait Socrate. Et qui m'ont permis justement de m'investir dans un développement personnel, aussi bien pour mon équilibre d'homme que pour mon équilibre professionnel, puisque finalement, depuis plus de 20 ans, mon objectif en tant qu'expert de la santé, c'est de mettre cette santé au service du développement personnel. In shape to grow, c'est être en forme pour bien grandir, dans tous les sens du terme. C'est d'ailleurs à travers une formation professionnelle en santé holistique que l'ouvrage de John Bradshaw m'a été présenté et qui a tout de suite fait écho. Il dit ceci dans un passage de son livre: « Ce que j'ai découvert, c'est la honte. C'est que la honte, cette saine émotion humaine, peut se transformer en un état d'esprit permanent et contaminer toute l'identité. Or, lorsque la honte tient lieu d'identité, on se croit imparfait, déficient, non légitime en tant qu'être humain, pas par rapport à une étiquette d'expert, de coach, etc., mais vraiment en tant qu'être humain. La honte devient alors toxique et déshumanisante. » Alors, je reviendrai sur une petite parenthèse de cet élément parce que, évidemment, quand une personne vit une honte toxique vraiment au plus profond de sa chair, ça crée des déséquilibres psychologiques importants. Et je ne voudrais pas dépasser mes compétences. Je ne suis pas thérapeute, comme je l'aborderai, parce que je suis et je reste un spécialiste de la santé physique, du bien-être même physique. Je ne suis pas médecin. Je suis un spécialiste du bien-être physique. Ce qui caractérise mon travail aujourd'hui, c'est une approche holistique de la santé au sens large, du bien-être au sens large. Un bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel, sachant que tout est interconnecté. Je pars d'un travail du corps, et on va retravailler ce principe dans cet épisode, mais pour avoir un impact beaucoup plus large. Malgré certaines formations qui se rapprochent de la thérapie, comme des formations en EFT, une thérapie brève, en Reiki, un travail énergétique plutôt thérapeutique, je ne me suis jamais considéré comme tel, comme un thérapeute. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais j'essaie de faire des ponts, d'ouvrir des portes pour que mes clients, mes coachés puissent avoir l'énergie de s'investir dans un travail thérapeutique avec un ou une spécialiste. Et je trouve que c'est vraiment à l'image de mes propres blessures. Elles ne sont pas assez profondes pour nécessiter une thérapie réelle, ou en tout cas directement, même si j'ai déjà fait appel à certaines thérapies brèves, certaines pratiques thérapeutiques, mais elles sont suffisantes pour limiter mon fonctionnement. J'en ai déjà parlé dans la 3e saison.
c'est la différence entre un trauma aigu et un trauma chronique. J'aime beaucoup citer le travail du docteur Amy Appigan, qui est dont le travail principal c'est la biologie du trauma, et qui dit dans une deuxième définition du trauma, c'est un stress trop petit, répété trop souvent. Donc quand on dit un stress trop petit, ça veut dire que c'est une petite chose qui, de manière isolée, va être très bien digérée, mais lorsque c'est répété, s'engramme dans la personne et peut entraîner cette honte toxique, mais pas suffisamment importante pour développer des pathologies, mais suffisamment répétée pour limiter la personne, limiter ce que je voulais exprimer. Combien de fois n'ai-je pas entendu l'expression « mais tu n'en es pas mort, hein, vous n'en êtes pas mort ». C'est à une époque où effectivement on était entre la discipline à l'ancienne et les petites choses qui effectivement ont peut-être freiné le développement harmonieux d'un enfant. Mais contrairement à ce que disait Nietzsche, qui disait ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, il faut savoir que Nietzsche le disait pour une certaine catégorie de personnes. Il était persuadé que tout le monde n'était pas capable de dépasser ce stress qui ne nous tue pas mais qui nous rend, et donc qui nous rendrait plus forts. Eh bien non, à certains moments, ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas spécialement plus forts, mais nous limite dans notre capacité à nous exprimer. Donc au fur et à mesure de mes recherches, de mes lectures, de mes apprentissages, de mes rencontres, j'ai petit à petit compris ce qui me limitait, cette petite honte toxique, comme ça, à petite dose homéopathique. Mais est-ce qu'il n'y avait que ça? Et donc dans cette deuxième épreuve, lorsque j'ai conscientisé cette envie de travailler cet élément, un autre élément s'est confirmé. Derrière cette honte toxique se cachait une blessure plus profonde, qui est la blessure du rejet. Alors, le travail et la découverte des 5 blessures, si vous en avez déjà entendu parler, c'est le fruit du travail du psychiatre américain John Pierrakos, qui a été énormément popularisé par Lise Bourbeau, avec son livre « Les 5 blessures de l'âme », et que j'avais lu à une époque, mais qui a été vraiment révélatrice, cette théorie, par le livre La posture juste, l'ouvrage La posture juste et tout le travail de Thierry Hansen, qui m'a vraiment permis de concrétiser cette compréhension des 5 blessures et de me l'appliquer. C'est d'ailleurs un élément que j'aborde dans la deuxième série de ce podcast In Shape to Grow de la saison 4, dans la quête du héros. Pouvoir définir quelle blessure principale vous limite, c'est un travail de mise en conscience qui est vraiment intéressant. Donc cette aventure en 12 défis personnels a pris une nouvelle dimension quand je me suis plongé dans ce deuxième défi, défi du mois d'avril, puisque voilà, mon anniversaire tombe au mois de février, mon premier défi a débuté fin février et tout le mois de mars, et mon deuxième défi fin mars et tout le mois d'avril. Eh bien, je me suis rendu compte que conscientisant cette blessure du rejet, ce problème de honte qui revenait régulièrement, eh bien la vie m'envoyait des situations qui m'ont permis de travailler sur d'autres éléments, un peu à l'image de l'hydre de Lerne, qui, lorsque je m'occupais du rejet, eh bien la honte apparaissait, lorsque je travaillais sur la honte, la colère apparaissait, et puis voilà, il y a comme ça des têtes qui ressurgissaient, un peu comme l'hydre auquel on coupe la tête et qui se multiplie par 2. Et donc, si je me contentais de vouloir m'acharner sur ces éléments, elles repoussaient, et le fait même de pouvoir le conscientiser m'a permis d'aller beaucoup plus profondément dans ce travail. C'est toute la profondeur de ce défi des 12 travaux que je découvre, puisque suite au travail sur la dépendance à la caféine pendant mon premier défi, j'ai vu qu'après, depuis le mois de mars, eh bien, j'ai de temps en temps des moments où, hop, cette caféine revient et me dit « Hey,
Est-ce que tu as vraiment pu faire la distinction entre l'envie d'un bon café et le besoin d'un café pour juste fonctionner? C'est vraiment très différent. Récemment, j'ai encore pu l'expérimenter. Donc prendre une décision consciente, c'est essentiel. Et c'est là que je vais vous inviter à réfléchir à travers mon partage, de pouvoir avoir un effet miroir dans votre propre vie. Prendre du recul et observer. Tiens, voilà, là, ce petit café, ou cette sensation de honte ou de rejet, qu'est-ce que ça m'inspire? Comment je peux l'observer de loin? Accepter cette sensation et changer la réponse la réponse que l'on va donner à cette sensation. Ne plus être dans la survie, mais dans l'individuation dont parle Carl Gustav Jung. Donc dans ces situations de rejet, c'était donc à moi de ressentir la honte, ou pas. Je me sens rejeté dans une situation, c'est comme ça que je le vis, pouf, honte toxique. Mais je peux décider de ne pas ressentir la honte, de me prendre du recul, d'accepter le rejet et de voir si ce n'est pas moi qui me rejette par rapport à la situation. Pour une peur peut-être encore plus profonde, une autre tête de l'hydre. Est-ce que c'est moi qui me suis rejeté ou qui me suis mis de côté au profit des autres? C'est là que dans cette prise de conscience et cette création d'un rite de passage personnel, eh bien, le doute intense peut survenir et c'est là qu'il faut pouvoir prendre du recul. C'est à ce moment que j'ai compris et accepté le rôle que j'ai compris il y a déjà, en tout cas que j'avais observé déjà il y a très longtemps à travers d'autres lectures, à travers d'autres rencontres. C'est d'accompagner ces sensations, de ne pas voir cela comme un rejet ou une honte, mais de me dire que, ok, si j'ai un rôle d'initiateur de mouvement, ce que, avant même de comprendre un tas d'éléments de ma vie, de ma manière de fonctionner, lors d'une lecture de Marie-Lise Labonté, pour ne pas la citer, eh bien, j'avais compris que ma vibration était plutôt initiateur de mouvement. Donc finalement, si dans un coaching, dans une amitié, dans une rencontre professionnelle, mon rôle est d'initier le mouvement, d'ouvrir les portes pour quelqu'un, quand la personne s'en va, je peux, et parce qu'elle a compris, je lui ai ouvert cette porte. Si j'attends de la reconnaissance, ben c'est de l'ego. Et si je me sens rejeté parce qu'elle s'en va, ben c'est une interprétation de la situation. Si maintenant je comprends que dans un projet, dans un coaching, mon rôle, ma vibration, c'est justement d'initier le mouvement, ben je peux être fier de voir cette personne, grâce à mon intervention, qu'elle soit minime lors d'une formation, lors d'une conférence ou lors d'un coaching, ben, s'envoler et prendre son envol. Donc travailler dans l'ombre, accompagner dans l'ombre, pour mettre en lumière ce que la personne a besoin de travailler, ça peut être là quelque chose de très valorisant que je peux nourrir. Et c'est à ce moment-là que les émotions s'apaisent, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de rejet, il y a une satisfaction d'être dans mon chemin de vie, une forme de paix s'installe. Alors, il faut la travailler évidemment, hein. On peut avoir par rapport à des événements anciens, cette sensation de rejet qui réapparaît, vous pouvez l'observer et l'analyser. Et donc je peux, grâce à ça, continuer à vivre avec cette hydre, de la reconnaître comme une part blessée de moi-même, parce que voilà, on a des cicatrices, hein, j'en ai à gauche, à droite, quand même. J'étais un enfant sage, mais j'ai quand même fait quelques aventures qui m'ont coûté quelques cicatrices. Mais me rappeler que voilà, bah, ça fait partie de la vie, hein. On ne va pas traverser la vie comme ça, comme un long fleuve tranquille. Quel serait finalement l'avantage de vivre cette vie s'il n'y avait pas de challenge? Alors, il ne faut pas non plus se fouetter et chercher les challenges à tout prix et de souffrir à tout prix. Ici, ces 12 travaux, ce ne sont pas pour
montrer combien je suis fort, mais c'est vraiment pour passer une étape. C'est vraiment dans cet état d'esprit de rite de passage que je l'ai fait. Et j'en parlerai également dans la deuxième série avec la rencontre du mentor et le passage à un seuil. C'est que il faut pouvoir passer une étape avec un élément de non-retour, c'est-à-dire grandir et qu'on laisse derrière soi les éléments du passé. Ce qui m'a permis aujourd'hui de faire face à cela, parce que vous allez me dire, oui, David, tu dis que tu n'es pas thérapeute, mais tu travailles sur les émotions et tu nous en partages. Alors, quel est le lien avec finalement ce que l'on peut apprendre à travers ton expertise? Eh bien, je vous l'ai dit, je ne suis pas thérapeute et j'ai abordé cette deuxième épreuve sans thérapie, sans aide directe. Encore une fois, la rencontre du mentor que j'explique dans l'épisode en parallèle de la quête du héros montre que ce n'est pas spécialement une personne physique. C'est ma pratique quotidienne de la santé holistique, car comme je l'ai rappelé, étant un expert du bien-être physique, eh bien, durant ce mois, c'est d'autant plus important de veiller à mes routines quotidiennes, afin de prendre du temps, du recul. Tous les soirs, je m'étais préparé à un travail d'introspection par rapport à cette honte, par rapport à ce rejet, influencé par John Bradshaw, influencé par Thierry Hansen, influencé par d'autres auteurs qui me permettent de me guider. Je veille à mes heures de sommeil, parce que lorsqu'on manque de sommeil, la frustration est beaucoup plus difficile à gérer. Je respecte au mieux mes besoins alimentaires, justement, cette consommation de caféine qui peut créer cet énervement, cet agacement, ces émotions, ces fausses émotions sur lesquelles je vais revenir. Je dois respecter ma typologie métabolique, ma génétique, pour éviter de consommer trop de glucides lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a envie d'énergie, parce que ce travail émotionnel consomme beaucoup d'énergie. Je respecte mes besoins en termes d'activité physique, en termes de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Il ne faut pas laisser toutes ces émotions, emotion, énergie en mouvement. Donc c'est très important lorsque l'on travaille ces émotions de pouvoir avoir une pratique sportive, quelle qu'elle soit, à dominance parasympathique ou orthosympathique. C'est-à-dire plutôt du work-out, où on va transpirer, on va éliminer ce stress, ou plutôt du work-in, où on va intégrer par le mouvement, le qigong, le yoga, la marche méditative, ces éléments. Et donc, oui, en continuant également à poursuivre mes recherches d'introspection, comme je le disais, par mes routines du soir. Car sans travail quotidien, sans travail en hygiène de vie, le danger serait justement de tomber dans cette fausse émotion dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et je fais référence aux travaux de Julia Ross ou du docteur Eric Braverman, entre autres, qui vont expliquer qu'un déséquilibre des neurotransmetteurs, ces petites molécules entre deux neurones, eh bien, peuvent influencer notre état d'âme, nos émotions, et d'avoir des fausses émotions, c'est-à-dire des émotions qui sont non pas liées à un événement de l'extérieur ou à une mémoire, mais par rapport à un déséquilibre biochimique. Ça, c'est très important. On peut se sentir triste, sans raison, par un déséquilibre des neurotransmetteurs que l'on va pouvoir gérer justement par les bons choix alimentaires, les bons choix de compléments alimentaires, les bonnes activités physiques. Vous avez une activité physique cardiovasculaire, ne va pas avoir les mêmes effets sur les neurotransmetteurs qu'un exercice de type renforcement musculaire, qu'une séance de yoga, qu'une séance de qigong, etc., etc., etc. Tout ça, ça fait partie, je dirais, de la boîte à outils ou des stratégies que j'utilise au quotidien avec mes clients. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par cette thématique, n'hésitez pas à m'envoyer neurotransmetteurs par email. Et donc en conclusion de cet épisode, dans cette deuxième épreuve de mes 12 travaux intérieurs, j'ai affronté cette hydre de Lerne que je pensais être finalement une émotion et qui s'est multipliée en autant de têtes que j'aurais voulu couper,
une métaphore vivante des nombreuses blessures que nous avons intégrées, c'est normal. On ne peut pas vivre, encore une fois, sans aucun challenge. Pourquoi serions-nous alors dans cette extraordinaire expérience humaine? Alors, si je fais maintenant un parallèle avec l'interprétation de Carole Cédillo, dont je vous ai parlé dans l'épisode d'introduction, Carole Cédillo est une thérapeute influencée par qui a étudié le travail de Carl Gustav Jung et qui a écrit un ouvrage assez intéressant sur les 12 travaux d'Hercule. Donc, qu'est-ce que l'hydre de Lerne pour notre inconscient? Dans la lecture de son ouvrage, l'hydre symbolise les multiples peurs, blessures, pensées toxiques et schémas inconscients qui nous empoisonnent. C'est l'ombre intérieure, multiforme et proliférante, qui revient sans cesse lorsque l'on ne traite pas la racine. Les axes symboliques clés sont le marais, lieu trouble de l'inconscient, terrain des émotions stagnantes et des blessures non digérées. Donc, emotion, l'énergie en mouvement. Eh bien, à contrario, si on emmagasine ça à l'intérieur, on peut ruminer, ça peut être au niveau mental, ça peut être au niveau digestif. Donc, on a un lien physique très très fort. Les têtes qui repoussent, comme les traumatismes refoulés, qui reviennent sous d'autres formes si on ne les combat sans conscience. Donc, ça va revenir comme des pop-up régulièrement dans notre champ de vision, dans notre environnement. La tête immortelle qui symbolise ce qui ne peut être tué mais seulement reconnu et contenu, le noyau de la blessure originelle qui est pour moi le rejet, que je vais devoir travailler et contenir pour pouvoir interpréter différemment. L'Olaos, le neveu d'Hercule, l'allié qui nécessite un soutien extérieur ou intérieur. Donc ici j'ai travaillé sans thérapeute, mais j'ai travaillé avec mes ressources et mes compréhensions. C'est vraiment important, justement, de ne pas le faire seul, totalement seul. Le feu, pour cautériser, c'est la lumière de la conscience. Ça, je trouvais ça très, très intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience de cette blessure, chaque fois qu'elle apparaît, oups, je ne suis plus immergé par cette émotion. Je l'ai encore vécu récemment, en altitude d'ailleurs, j'y reviendrai dans ma troisième épreuve qui est en cours, mais que je vous expliquerai une fois qu'elle sera terminée. Objectif symbolique, ne pas fuir l'ombre, mais l'affronter avec lucidité en acceptant qu'on ne peut pas supprimer la blessure, seulement la transcender. Alors si je fais un petit parallèle entre le travail d'Hercule et mon travail intérieur, donc l'hydre, qui est le monstre aux têtes multiples, eh bien, c'est la honte toxique, omniprésente, insidieuse, se glissant dans toutes les parts de soi. Le marais de Lerne, c'est le terrain émotionnel ancien, c'est des souvenirs flous, mal vécus, rejetés. J'ai d'ailleurs très très peu de souvenirs de ma période avant mes 16 ans, probablement par un mécanisme de survie. Les têtes qui repoussent sont tous les schémas de rejet, d'autosabotage, de masse qui reviennent sous d'autres formes, dans d'autres situations. La tête immortelle, c'est cette blessure principale, la blessure du rejet, que j'ai bien pu, évaluer parmi d'autres blessures. L'aide Iolaos, c'est justement l'accès à une aide bienveillante à travers, justement, Carole Cédillo, à travers Thierry Hansen, à travers mes expériences et ma compréhension. Et la cautérisation avec le feu, c'est la conscience, la compassion envers moi-même, l'ancrage dans le présent qui me permet, avec mon expérience, d'aller au-delà de cette émotion qui pourrait apparaître de manière spontanée. Alors à vous maintenant, puisque le but de cet épisode, expérimental, c'est de faire un partage en toute vulnérabilité, avec une certaine transparence, pas à 100% évidemment. Ce n'est pas le but d'étaler simplement mon quotidien, mais de vous faire un partage. Eh bien, je vais vous proposer, comme lors du premier épisode, une réflexion personnelle pour identifier votre hydre de Lerne. Alors, est-ce que cette hydre est plutôt physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle? Est-ce que votre blocage est plutôt lié à des douleurs, une fatigue, une maladie, une dépendance? Est-ce qu'elle est plutôt émotionnelle, à travers une peur, une colère, une tristesse, une culpabilité, une honte, comme pour moi? Mentale,
Est-ce que vous doutez énormément? Est-ce que vous auto-sabotez continuellement? Est-ce que vous êtes dans le perfectionnisme continuel? Est-ce que vous êtes dans la dispersion continuelle? Et comment on peut aller chercher derrière tout ce qui est inconscient et représenter votre hydre? Ou est-ce plutôt une quête spirituelle avec un vide de sens, une perte de foi, une déconnexion? Alors que se passe-t-il quand vous tentez de couper une tête? Parce que peut-être que vous l'avez déjà tenté. Est-ce que ça se régénère? Est-ce que quand vous travaillez sur un des aspects que l'on vient de décrire, est-ce que ça réapparaît tout aussi vite? Est-ce que ça se réapparaît sous une autre forme? Alors c'est peut-être subtil si vous n'avez jamais fait le travail, mais je vais vous inviter, une fois que vous avez défini ce qui revient régulièrement, eh bien voir si ça peut prendre différentes formes, parfois même sournoises. Et une fois que vous l'avez défini, je vais vous en engager à vous mettre en mouvement. Puisque initiateur de mouvement, c'est, je dirais, ma vibration, c'est mon rôle. Suite à ce podcast, ce serait dommage, je dis, bah, c'était sympa, David, il parle d'Hercule, il montre ses biceps émotionnels, mais ça ne m'a rien appris. Là, j'aurais loupé un élément important. Si ça vous a titillé, que vous avez envie d'aller plus loin, là, on commence à se mettre en mouvement. Mais ce serait dommage de se mettre en mouvement uniquement mentalement. Donc ici, l'objectif, c'est de passer à l'action, des actions concrètes à travers un engagement personnel. Donc, quel serait un premier pas courageux pour vous pour faire face à votre hydre? Une action, aussi modeste soit-elle, que vous évitez, mais qui pourrait marquer un tournant. Si ça ne vient pas spontanément, réécoutez éventuellement cet épisode pour vous inspirer de mon parcours et voir, peut-être l'écouter en marchant. Vous mettez vos oreillettes, vous partez marcher en pleine nature et vous l'écoutez, voire même, et je pense que c'est encore mieux, vous écoutez cet épisode et puis vous marchez, vous laissez aller votre inconscient. Vous serez surpris des résultats de cet exercice. Et si vous deviez vous lancer un défi de 7 jours pour avancer, quel serait-il? Peut-être un défi émotionnel, écrire chaque jour ses émotions au réveil ou le soir. Physiquement, marcher 30 minutes sans écran, sans stimulation autre et voir simplement ce qui vient et écrire peut-être aussi ce qui vient après. Mentalement, méditer 5 minutes au lieu de ruminer le soir, 5 minutes. Ou un défi spirituel, se reconnaît à une valeur ou un rituel quotidien, à quelque chose qui est plus grand que vous. Ça, c'est un élément que j'ai appris récemment. C'est vraiment intéressant de s'en remettre à quelque chose de plus grand que vous. Que ce soit une pratique religieuse ou, en dehors de la religion, une pratique plus spirituelle. Enfin, plus spirituelle. Je ne veux pas comparer la religion étant moindre que la spiritualité. La religion est une pratique spirituelle, mais on n'est pas obligé de se rattacher à une religion pour pratiquer sa spiritualité. Quel engagement pouvez-vous prendre ici et maintenant? À qui allez-vous en parler pour marquer? Ça, encore une fois, je fais référence à la rencontre du mentor et au passage du seuil de la deuxième série de ce podcast. C'est important de marquer un point de non-retour. Personnellement, le fait de publier publiquement mon rite de passage est un élément qui m'incite à ne pas faire marche arrière. Et au troisième épreuve, dire oh, les gars, finalement, j'abandonne. Comment allez-vous également célébrer le fait d'avoir osé? Au-delà de l'épreuve, ça c'est la dernière étape, imaginez la transformation possible. Donc clairement, vous avez établi l'hydre, vous avez défini votre hydre, vous avez décidé d'un défi personnel, d'une semaine, d'un mois, de 6 mois, que sais-je, sur cette thématique. Qu'est-ce que vous attendez de cela? Quelle est la transformation possible auquel vous attendez? Est-ce que vous avez envie d'apprendre plus de patience, plus de résilience, plus d'humilité, plus de courage, plus de sincérité? Qui seriez-vous une fois que cette épreuve a été traversée? Décrivez la personne que vous souhaitez devenir. Je suis une personne, quelqu'un qui. Quelle est la vision de vie qui mérite ce combat? Pourquoi cela vaut-il la peine de se battre? Personnellement, et ça revient dans ma modélisation optimale de la santé, c'est-à-dire que vous avez un public cible, c'est-à-dire que oui, vous allez travailler ça pour vous, mais nous ne vivons pas seuls.
en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, sœur, fille, fils, compagnon, directeur, collègue, etc. On a une influence évidemment. La plupart des problèmes en famille et en entreprise sont des problèmes relationnels. Donc à partir du moment où vous changez votre être, vous allez avoir une influence, comme le dit Dr Christakis, sur 3 générations d'amis. Les amis des amis de vos amis vont être influencés par votre changement de vibration. Évidemment, votre famille, vos collègues également. Et à quoi ressemblerait une vie en paix avec vous-même? Pas obligé d'avoir toutes vos réponses aujourd'hui. Dans mon premier épisode, j'ai abordé la dépendance à la caféine, à la nourriture, la capacité de jeûner, tous les sujets qui sont abordés sous l'angle physique, dans un but de développement personnel. Donc là, on parle du physique, on va voir le développement personnel. Dans cet épisode, même si j'ai abordé une thématique plus émotionnelle, j'ai bien insisté sur l'aspect physiologique pouvant influencer nos perceptions, ainsi que l'importance de l'énergie pour aborder ces défis. Donc là, dans la première épreuve, c'est le physique qui influençait mon mental. Ici, c'est avoir une influence sur le mental avec un support physique. Donc, c'est 2 manières différentes de voir la santé holistique. Dans les 2 cas, si vous vous sentez perdu, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et aussi, évidemment, si vous avez été interpellé par cette thématique, aussi bien mythologique que la manière dont j'aborde le bien-être holistique, eh bien, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et bien évidemment, rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.